bilan livre de Lisa. Le top 10 des coups de cœur de cette année. Alors je suis un peu en vrac, je suis un peu coiffée n'importe comment. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo de la pile à lire / book haul de janvier qui sortira normalement mercredi 3 janvier, à la fin de la vidéo, où je vais vous expliquer comment je vais réajuster mes vidéos pour une raison que je vous expliquerai, qui est une raison simple, basique, mais bon voilà. Mais ça c'est le top 10. Alors, le top 10, en vérité il y en a 11. Oui, je triche encore, comme d'habitude. Hein, voilà, vous avez l'habitude, j'ai tous les cheveux qui tombent, c'est terrible. Oui, ça va être le gros bordel cette vidéo. On est bien d'accord sur le sujet. En vérité, il y en a 10 plus 1. Voilà, donc ils sont tous rassemblés là. C'est un panier que j'ai acheté pour ceux qui sont intéressés chez Ikea. Qui devait me servir absolument pas du tout à ça. Mais qui m'a servi à ça. Voilà, donc toute l'année j'ai collecté. Alors sachant qu'il y en a deux autres qui sont sortis de ce panier pour se mettre en bas, qui en vérité sont l'archiviste de Alexandra Kozelik et Au bon vieux temps de Dieu, donc de Sébastien Barry, qui étaient mes coups de cœur, mais qui ont été remplacés, hein, vous savez comment c'est. J'avais pas envie de faire un top 12, j'avais pas envie d'étendre mes coups de cœur à 15 pour faire un chiffre à peu près correct. Moi je me suis dit top 10 c'est très bien, il y a un hors compétition que je présenterai tout de suite. Voilà, donc je vais couper la vidéo pour reposer la bestiole parce qu'elle est horriblement lourde. Et je vais les mettre devant moi par ordre, donc du 10 au 1, sachant que le hors compétition sera forcément, évidemment, hors compétition. Bravo Lisa, ça c'est fait, c'est la fin de l'année, hein, ça. Oh, c'est compliqué, c'est très compliqué. Oh, c'est compliqué. En fait, je tourne à quelques heures de mon émission de radio de ce soir, de dimanche soir. Je suis surexcitée comme une puce. Ça va être dissipé cette vidéo, ça va partir en live, ça va être n'importe quoi, il faut que je me concentre. Alors sachant qu'il me manque un livre que j'ai prêté, hein, que quelqu'un voulait lire dans mon entourage, donc je l'ai prêté, je l'ai pas, mais je vous mettrai l'encart. Hors compétition, comme on commence tout de suite, ça va durer 3 heures et j'ai pas du tout envie de m'étendre. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous renvoie mes points lecture. Voilà. Si j'ai le temps, ce qui m'étonnerait fort, hein, si j'ai le temps, je vous mettrai les liens, sinon, bah, écoutez... je pense que comme vous êtes mes fidèles, hein, abonnés, puisqu'il y a très peu de gens qui viennent, autant dire qu'on en perd de plus en plus. Donc les gens qui regardent la vidéo ont déjà vu mes points de lecture depuis le début de l'année. Ça ne les surprendra pas. Voilà. Et puis pour les autres, que voulez-vous, il faut aller voir les points de lecture. C'est intéressant à écouter les points de lecture de Lisa. Elle s'emballe, un peu comme elle fait maintenant. Donc, je vais vous dire juste en quelques mots pourquoi je les ai sélectionnés, ce que j'ai aimé, évidemment. Puisque je ne vais pas dire ce que j'ai pas aimé, puisque c'est des coups de cœur. Donc ça devrait aller vite. On va essayer de faire en moins d'une demi-heure, ce qui serait rarissime. Mais que voulez-vous, Lisa, ça peut être rigolo. Alors, hors compétition, et vraiment hors compétition, parce qu'il est inclassable. Parce qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Alors pas parce qu'il est un télo et qu'il est difficile à lire, pas du tout, commencez pas à vous affoler. C'est juste que l'écriture est assez froide. Que le contexte est donc la Finlande du début du XXe siècle, c'est une, entre guillemets, entre la saga familiale, le nature writing, l'histoire d'un pays, l'histoire de l'indépendance d'un pays et de guerre civile, etc. Donc de la Finlande qui va du début de 1900 des poussières jusqu'à 1937. Voilà, donc ça fait quand même une jolie fraise sur 30 ans, mais c'est une écriture qui est assez froide, assez chirurgicale, pleine de poésie, pleine de beauté, avec des vies ordinaires, on va dire, mais une beauté. C'est un bijou. Alors, je ne peux pas vous dire plus que ça, c'est un bijou. Alors, si vous n'aimez pas les écritures froides et tout, n'allez pas vous lancer là-dedans, parce que c'est une pavasse. Une pavasse chez Rue de l'Échiquier qui, vous savez, voilà... C'est des grands formats, hein, voilà, format normal. Je ne peux pas vous montrer sinon vous allez savoir ce que c'est. Bon voilà, vous connaissez un format normal, format Rue de l'Échiquier. Voilà, donc c'est Gorge d'or d'Annie Kitomaki, qui est un bijou. Hein. On est bien d'accord, c'est un bijou. Voilà, mais à ne pas mettre en toutes les mains, parce que je connais des gens qui l'ont lu et qui n'ont pas du tout aimé, qui l'ont même abandonné en disant non, oh là là, c'est trop. Voilà. Donc ça, il est hors compétition, parce que de temps en temps, il m'arrive des livres qui pour moi sont des
bijoux, mais qui sont pas classables parmi des coups de cœur. Non, c'est le genre de livre qui vous reste dans la tête et qui va me rester dans la tête jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, ça c'est fait. Allez, hors compétition, 10 du classement. Attention, attention, qui c'est le 10 du classement? Si tu commences à faire ça, on en a pour 3 heures, tu es au courant. 10 du classement. Un livre dont je ne m'attendais pas à mettre 10 du classement. Voilà. L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors, c'est une relecture pour moi. Mais une relecture qui a été assez bizarre parce que la première fois, je l'avais bien aimée. J'avais vraiment apprécié ma lecture. Et la deuxième fois, je suis tombée dedans, mais en plein. Donc, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la jeune fille, Vassia. J'ai adoré ce côté folklore russe. J'ai adoré les légendes, le côté un peu mystique, un peu fantastique de ce bouquin, avec un chemin de vie assez différent. Voilà, je sais pas comment expliquer que la deuxième fois, la poésie et la cruauté, on peut dire aussi, et le côté très sombre, très inquiétant ou menaçant de l'histoire, donc, mais vraiment sauter à la gorge. Alors je pense que je suis vieille, enfin je suis vieune, comme dit Sonia Seller, je la citerai parce que c'est elle qui me le dit, donc j'emprunte son mot. Je suis vintage si vous voulez, mais la première fois j'avais trouvé ça très beau, mais pas aussi poignant que ça, la deuxième. Donc, relecture et relecture coup de cœur, donc de l'ours et le rossignol. Catherine Arden, numéro 10. Numéro 9. C'est celui qui me manque. Eh oui. Donc, encore quelque part par là. La Voix des Anges, donc Anne Rice. J'aime beaucoup Anne Rice. Ça m'a été offert et je remercie Mesdames Oiseau. Bon, j'ai pas besoin de vous raconter de quoi ça parle, etc. Castra, italien, machin, tout ça. C'est un livre. Alors, pareil. Pour ne pas te mettre entre toutes les mains, hein, pour une autre complètement raison différente, c'est que il y a des scènes assez crues, non, c'est pas, enfin c'est la vie, quoi, mais bon, bref, il y a des scènes assez crues, il y a des scènes, on va dire, très révoltantes, notamment au niveau de la castration des garçons. Moi, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas, répulsée, ou je me suis pas dit, je peux pas continuer ça, voilà. Moi, j'aime la plume de Rice, elle est hors norme, elle n'est pas politiquement correcte, voilà, il y a de la poésie, il y a de la beauté, il y a de la vengeance, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a l'Italie de cette période-là, il y a on va dire, les arcanes de ces castrats, pourquoi, comment, et puis la vengeance, moi je trouve que c'est une vengeance formidable, et les différentes strates italiennes de l'époque, et comment on pouvait accéder à un niveau supérieur en sacrifiant une partie de soi-même, volontairement ou pas, hein, on est bien d'accord, voilà, donc c'est vraiment un très 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 beau roman, La Voix des Anges, mais je vous dis pas à mettre à toutes les menottes. Si vous êtes choqué par Anne Rice pour la moindre de ces choses, etc., n'y allez pas, vous allez gueuler comme des veaux, hein, donc c'est pas la peine. Vous savez que rien ne me choque et que j'accepte tout, bien d'accord, voilà, et que les bien-pensants, moi je m'assois dessus, donc voilà, ça c'est fait, c'est dit, parce qu'il y en a encore qui vont m'attaquer sur le sujet, je m'en fous. J'ai mes opinions et je suis droite dans mes bottes. 8. Alors 8, il y a eu un pourparler avec moi-même. Ah bah oui, si. Je me suis dit que j'allais le mettre hors catégorie, mais finalement non. Parce que justement, il faut de temps en temps être droit dans ses bottes, taper du poing sur la table et mettre un coup de pied dans la fourmilière, avec une plume toujours aussi poétique et belle. Ah bah que voulez-vous, quand on sait écrire, ça donne ça. L'usure d'un monde, donc une traversée de l'Iran, François-Henri Dessérables. J'ai lu tous ses romans, j'adore cet écrivain. Voilà. Et là, il nous fait une traversée de l'Iran. Alors, comment vous expliquer pourquoi c'est un coup de cœur? Je pense que vous avez compris. Je suis fan de la Perse, je suis hystérique sur la culture de la Perse ou de l'Iran si vous voulez, l'architecture, c'est un des pays, si vous avez suivi mes vidéos, c'est un des pays que je rêve d'aller visiter, mais quand je dis visiter, c'est rester carrément un mois et demi là-dessus. Bon, là en ce moment, c'est pas non, non,
Non, pas bon, Lisa, avec la gueule que j'ai. Enfin, je veux dire, avec la grande gueule que j'ai, moi, je vais me retrouver dans un geôle. Donc, c'est pas... Je tiens à ma liberté et puis surtout à ma vie. Donc, non. Mais c'est poétique. C'est une explication culturelle. C'est un pamphlet aussi. C'est une voix. Et il donne une voix à ces gens ordinaires qu'il a croisés dans son périple. Pour retransmettre de l'intérieur ce que eux font pour virer ce connard de régime. Et toutes ces femmes et hommes qui décident de risquer leur vie, en gros. Le bruit que vous entendez, c'est Hux qui fait ses griffes sur le grattoir. Qui décide de lutter pour en fait, se libérer d'un joug difficile et surtout pour nous aussi. Hein, je rappelle, voilà, le voisin qui lutte pour sa liberté dans un régime révolutionnaire. Laisse-moi rire. Dans un régime totalitaire, dictateur, hein, on est bien d'accord. Il lutte pour vous aussi. Donc n'oubliez jamais ça, que vous savez, la chape noire, elle n'est jamais très très loin. Et donc si le voisin commence à gueuler, il faut quand même l'aider, le voisin, parce qu'un jour ça va vous arriver dans la gueule et vous allez jamais savoir d'où ça vous tombe. L'usure d'un monde, donc une traversée de l'Iran, François-Henri Dessérables, numéro 8, sachant que j'avais lu le livre sur lequel il s'est plus ou moins, enfin pas inspiré, mais voilà, il y a un guide, entre guillemets, de traversée de l'Iran, qui a été fait par un Suisse, et ça m'avait fait plaisir qu'il le sorte. 7. Alors c'est le seul livre qui m'a vraiment ému, où j'ai versé ma larmichette, mais comme très souvent avec cet auteur-là. Je sais pas pourquoi il me fait cet effet-là, ce garçon. La petite fille de Bernard Schlink. J'adore Bernard Schlink, son écriture, machin. Et ce que j'aime surtout, et pour ça que ce roman est là, c'est qu'il dépeint l'Allemagne, l'histoire de l'Allemagne contemporaine, sans complaisance. Un peu comme le fait le cinéma allemand depuis les 10 dernières, 15 dernières, on va dire 20 dernières années. Ils mettent les pieds où ça fait mal. En l'occurrence, là, il parle des relations RFA-RDA, des mouvements nazillons, et du fait que deux Allemagnes, même réunifiées, ne sont pas la même Allemagne. Et il y a vraiment un fossé entre les personnes qui étaient d'un côté et de l'autre. Moi, l'histoire de ce grand-père par alliance qui retrouve la fille cachée de son épouse bien-aimée, et qui retrouve une petite fille et qui va essayer de l'amadouer parce qu'elle a été, élevée à l'Est, et 2, élevée dans un contexte un peu nazi. En tous les cas, pro doctrine du Troisième Reich. J'ai trouvé ça très beau. Voilà. Alors peut-être parce que j'avais une relation particulière avec mes grands-parents très fusionnelle, et que moi ça m'a touchée, le destin de ce grand-père et cette volonté à, même s'il s'endette, il s'en fout, il faut qu'il récupère en tous les cas l'intérêt de cette petite fille, jeune fille, et qu'il noue un lien. Et moi je l'ai trouvé très beau. Voilà. Donc la petite fille de Bernard Schlink. Ne vous arrêtez pas qu'au liseur de Bernard Schlink, s'il vous plaît, il écrit des choses magnifiques. Très beau livre, hein, le liseur, commencez pas à râler. Alors, dans le côté bien pensant, je m'assois dessus. Si je peux faire hurler tous les gens qui sont outrés partout en ce moment, et ceux qui ne supportent pas que ça dépasse, ah bah là je vais vous faire gueuler, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, si, j'ai mis ce livre-là devant Bernard Schlink. Oh, Seigneur. Si, Gagner la guerre. Donc Jean-Philippe Jaworski, merci à Dame Chantal qui me l'avait offert. Donc il m'en avait parlé, elle me l'a pas offert, elle m'en avait parlé, elle m'a dit il faut le lire, je suis sûre que vous allez peut-être aimer, machin, j'ai adoré. La preuve, il est là. Donc voilà, petite pensée à l'eau qui ne l'a jamais fini, je crois. Donc, Gagner la guerre, il y a tout dans ce livre-là qui fait que moi, Bienvenuto et moi, c'est un copain à moi. Alors oui, il y a une scène qui est pas jolie, qui est même offensante pour toute femme, y compris moi. Mais comment vous dire ? Il a un humour qui décape, il parle et jure comme un charretier, il en a rien à carrer de ce que les autres pensent de lui, il trousse les gueuses, il boit comme un trou, il fomente et il tue. Allez, vas-y, un peu comme on respire. Ce type est
comment dire, le cauchemar, si, ah bah si, le cauchemar de toute femme qui se respecte, mais pourtant, j'ai adoré ma lecture. Voilà. Perso, alors ça va choquer dans les chaumières, hein, mais perso, si vous vous mettez dans la peau de ce type, que vous réfléchissez comme lui, je rappelle que c'est quand même un mercenaire slash tueur à gages slash gros connard. La scène qui a dérangé tout le monde, elle n'est pas justifiable, mais de son point de vue, c'est stratégiquement impeccable. Hop, 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 là, ça gueule dans tous les coins. Là, j'en vois derrière, tu peux pas dire ça. Mais si, je peux. Vous me connaissez pas depuis. Là, vous allez apprendre à me connaître si vous êtes nouveau. Hein. Voilà, donc non, c'est... Alors, je rappelle, de mon point de vue en tant que femme et en tant qu'être humain normal, normalement constitué, c'est une scène où, honnêtement, même moi, je me suis dit, putain, oh, non, non, il peut pas faire ça. Et en fait, après, en me mettant dans la peau du salopard en question, bah, il a agi stratégiquement. Le titre, c'est Gagner la guerre. Voilà, voilà. Non, mais à un moment donné, il faut juste avoir les neurones qui connectent quand vous lisez quelque chose. Voilà, après, vous ne pouvez ne pas aimer. Mais enfin, bon, quand vous avez lu les 50 premières pages, vu le bestiau, vous vous doutez bien qu'il va pas faire de la broderie, hein? Non, mais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors il y en a qui ont crié au loup, mais perso, voilà. Moi j'ai bien aimé, voilà, je me suis tapé Benvenuto sur presque 1000 pages, et ben moi, enfin tapé, tout est relatif, hein, c'est l'archétype du mec, il m'approche pas d'y mettre sinon je lui en mets une, mais par contre comme copain de chambré, enfin s'il y a une guerre, je veux bien Benvenuto à côté de moi, parce que ça peut servir un mec comme ça, si, croyez-moi. Bref, gagner la guerre. 6. Là, ils sont en train de se dire, non mais elle a mis 6, gagner la guerre, mais elle nous a mis quoi après? Ah, vous allez voir, c'est pire. J'ai dit les coups de cœur de l'année. Donc là, je dois remercier pour le prochain Adeline de la chaîne Bullish Bookish qui est revenue sur Booktube. Elle a fait une vidéo, il y a quoi? Il y a une semaine à peu près. Enfin non, il y a quelques jours, enfin le jour où je tourne, il y a quelques jours. J'étais ravie parce que c'est quelqu'un qui me manque sur Booktube. Voilà, elle fait partie des très rares désormais que je regarde sur Booktube. Parce que je trouve que ça décline. Donc elle décline pas et elle lit des choses qui sont toujours à part et que j'aime bien. En plus, il y a des livres qu'elle ressort là. Elle avait ressorti quelques livres que j'avais plus vus, La Voix d'Anubis, que j'avais plus vu depuis que moi je l'avais lu il y a au moins 30 ans. Donc ça m'a fait plaisir. Et un jour, je sais qu'elle est très fan de cet auteur, et un jour je lui ai posé la question, quel est le livre que je pourrais lire de cet auteur pour commencer? Depuis j'en ai lu 2 autres. Et ça a été un coup de cœur. Donc merci Adeline. Hurlemort, Serge Brussolo. Il y a tout dans ce roman en fait, je sais pas quoi vous dire. En fait, il y a tout ce que j'aime. La poésie de l'écriture, l'histoire, les personnages, l'ambiance, le côté un peu mystique, le côté un peu mystérieux, le côté un peu diabolique. Hux, non. Il y a de l'inquisition, il y a un portrait de femme qui est assez particulier. Il y a une ambiance qui se crée et qui arrive à vous faire rentrer comme si vous étiez un des personnages. Voilà. Après, l'histoire du baron, l'histoire de tout, de tous ces gens qui sont là et qui sont dans cette espèce de Moyen-Âge, avec ce côté, oui, légende, mythe, poésie, diablerie, tout ça. Moi, j'ai vraiment adoré. Voilà. J'aime beaucoup La Plume de Brussolo. J'en ai déjà lu 2 autres et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a des thèmes très récurrents chez lui et alors moi ça me gêne absolument pas, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà. Donc merci Adeline. Hurlemort, je crois que c'est celui de juillet de Point Lecture si vous voulez aller voir. Je m'étais emballée comme d'habitude. Attention, nous rentrons dans les 4 derniers. 4, ça va n'étonner personne puisque j'ai gonflé tout le monde avec ce truc là. Vogue à la galère.
Les naufragés du Wager. David Gran. Alors, pareil que Gorge d'Or, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas à mettre entre toutes les portes. C'est très facile à lire, il n'y a pas de truc, mais simplement si vous aimez pas l'histoire militaire navale, si honnêtement trop de détails militaires, notamment sur les bateaux, des termes très marins, ne vous plaît pas, n'y allez pas. Hein. Alors, c'est vendu, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui ont vendu ça en disant oui, on parle de cannibalisme et tout. Non, mais calmez-vous, c'est 10 pages. Hein. Enfin, 10 pages. Vous me... On est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est pas du tout ça. C'est l'histoire, en fait, tout simplement. C'est l'histoire vraie d'un navire de la flotte de Sa Majesté qui était allé aux trousses d'un galion espagnol pour, en fait, piquer la cale, piquer le trésor dans la cale, et qui va faire un naufrage et qui va se retrouver sur une petite île, donc, Wager, qui est au large du Chili, au sud du Chili. C'est un récif, hein, c'est un truc hostile. Ah bah si vous le voyez, c'est hostile. Hein. Oui, c'est hostile. Ah, vous n'avez pas du tout envie de vous installer là-dedans. Mais ils vont arriver, les rescapés du naufrage vont se mettre là et ils vont réapparaître au Brésil, etc. quelques longs mois plus tard. Et en fait, on va suivre aussi le procès qui va être intenté par une partie des survivants qui accuse l'autre d'avoir fomenté une mutinerie, d'avoir sauvagement fait des choses absolument abominables. Et donc en Angleterre, ils vont s'opposer au tribunal et l'histoire retient uniquement la version que veut l'histoire. Donc vous allez voir comment se déroule l'écriture de l'histoire. Je vous ai déjà dit que l'histoire s'écrivait du côté des vainqueurs. On est bien d'accord sur la question. C'est écrit finement, c'est intelligent, c'est détaillé. C'est un véritable journal de bord avec la présentation des personnages, avec des détails de bateaux, de comment on manœuvre un bateau, enfin cette époque-là. Voilà, donc effectivement, si vous aimez pas ça, si vous vous attendez à un truc sordide sur le cannibalisme et tout, allez lire les reportages qui ont été faits par l'équipe de rugby uruguayenne, etc. Il y a d'ailleurs un film qui sort sur le sujet des rescapés des Andes. Je ne l'ai pas vu, mais j'irai le voir parce que moi j'avais vu celui avec Ethan Hawke qui était vraiment très très bon déjà. Et j'ai eu la chance de rencontrer un des rescapés parce que un de mes profs connaissait un des rescapés, donc il était passage en France et on l'avait rencontré. Voilà, vous attendez pas à avoir un truc, mais franchement c'est un truc excellent, quoi. C'est un bonheur ce truc. C'est vraiment un livre, c'est hyper intelligent, c'est bien foutu, c'est bien écrit, et ça se lit comme un livre d'aventure. Vous avez l'impression d'être dans un livre d'aventure. Voilà, il y aurait des capes et d'épée là-dessus, il y aurait un pirate au milieu que vous vous direz ah c'est génial et tout. Alors allez-y, je vous dis il faut quand même un minimum de oui, oh si, il faut quand même un minimum de volonté. Hein. N'allez pas, je vais tout faire tomber et X va se prendre le livre sur la tête. Donc ça, c'était 4. Attention, 3, ex aequo. Ah, parce que là, mon petit cœur a eu du mal à départager. Là, les 3 premiers, dont un ex aequo, ça a été très compliqué. Je me suis fait violence. X, tu veux faire bisous? Non. Je me suis fait violence parce que le premier aurait très bien pu être le deuxième ou le troisième, mais il y a quelquefois des choses qui dépassent ce que vous aimez ou non. Donc les 3 ex aequo, le 3 ex aequo, c'est ces deux-là. 1, alors on va dire celui-là, parce qu'en vérité c'est celui-là qui est le 3 bis. Donc c'est Les Silences, donc de Luca Brunetti. C'est un livre qui est... je sais pas comment expliquer en fait. Cette histoire de secret, de ne pas dire, de se taire dans cet endroit avec plusieurs personnages qui n'ont disparu mais qu'on ne sait pas pourquoi, comment, mais qui... Voilà. Il y a une histoire pesante de secret dans c'est écrit dans le titre, ça s'appelle Les Silences, dans ce livre-là, avec une écriture très prenante, très belle, très simple, mais c'est un petit bonheur.
C'est la vie ordinaire d'un village avec des déchirements, avec des vengeances, avec des trahisons, avec du ressentiment, avec de l'amour, de l'amitié, des retournements, des secrets non dits, des secrets dits mais juste toi et moi, et des choses qui peuvent vous déchirer le cœur. Perso, à la fin, moi j'ai été bien déchirée. Voilà, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai trouvé que, bah, je sais pas, la fin m'a émue, m'a, oui, m'a retourné. Voilà, donc c'est un livre assez simple, mais vraiment c'est un très beau livre. Euh, je m'attendais pas à ça en fait à la fin. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a retourné un peu ému. Donc voilà. Donc Les Silences, Luca Brunoni. Et donc le 3, alors c'est du 3 bis. Le 3, bah vous connaissez mon amour pour Antoine Chopin. Hein, mes pauvres amis, je vous emmerde avec Chopin. Mais bah Chopin, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce type, il fait un truc, c'est merveilleux. Voilà. Et de tout ce que j'ai lu en février, j'en ai lu, je crois, 5 ou 6. Celui-ci est une petite merveille. Donc ça s'appelle L'incendie, c'est écrit à 4 mains avec Hubert Mingarelli. C'est un roman épistolaire qui est très petit, hein, il fait 88 pages. Si mes souvenirs sont bien. Enfin, le livre en tout fait 88 pages, mais le livre en lui-même doit faire 81-82 pages. Enfin, 82, c'est ça. Ouais. C'est un roman épistolaire entre deux amis. Un qui se trouve encore en ex-Yougoslavie, l'autre qui se trouve en Amérique du Sud. Et ils vont reprendre leur relation épistolaire sur des banalités. Les premières lettres, c'est du banal. C'est style deux amis qui se recontactent après des années. Comment tu vas? Et ça va toi? Et machin, etc. Et on sent qu'il y a quelque chose entre ces deux hommes. On sent que la guerre de l'ex-Yougoslavie a pesé dans leur vie, à tous les deux, dans leur amitié. Et comme d'habitude avec Chopin, ça monte crescendo. Voilà. Et perso, quand je suis arrivée au milieu des courriers, j'avais le cœur serré. Et à la fin, j'avais les boyaux qui étaient arrachés. Voilà, ça c'est fait, hein, ça c'est comme ça. Si vous avez lu L'Impasse que j'avais recommandé, qui était un de mes coups de cœur, ça fait la même chose qu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez le cœur arraché, les boyaux dehors, et vous pleurez. Voilà, comme une dinde. Voilà, donc La petite fille de Bernard Schlink et celui-là. Alors celui-là, j'ai pas pleuré, mais c'est juste que ça m'a arraché le cœur. Voilà, petit truc court, L'incendie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est voilà, les deux dernières lettres, moi, ça, elles m'ont foutu par terre, véritablement. Voilà. Donc L'incendie, Antoine Chopin, Hubert Mingarelli. Attention, c'est les deux premiers. Et alors là, vous allez vous dire, wow, elle a mis celui-là aux deux, elle va pas bien, Lisa? Si, elle va bien. Elle a eu du mal à le mettre. Elle s'est réfrénée. Ah, mais Lisa, là, elle s'est réfrénée. Là, petit cœur malade. D'ailleurs, j'en suis encore malade. Mais en réfléchissant dans ma tête à moi, ben, en fait, il y a mon cerveau à gauche et mon cerveau à droite qui ont fait une battle. Et je sais pas lequel des deux a gagné, mais bon, ça a été classé comme ça. Numéro 2, incontestablement. Oui, vous savez lequel c'est. C'est quoi? Vous avez gagné. 1795, Niklas Natt-Dag, et c'est le dernier donc de la trilogie. Depuis que 1793 est sorti, je vous fais littéralement avec cette saga. Je dois avouer que je l'avais lu en avant-première, peut-être un mois avant sa sortie. Et je crois que j'avais déjà emmerdé tout le monde autour de moi en disant il faut le lire. J'ai pas arrêté de gueuler pour tout le monde. 1794, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et alors celui-ci, donc qui finit la saga. Comment vous dire? C'est Sylvinch Forever. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? C'est un contexte très politique, beaucoup plus politique et beaucoup plus terre à terre que les deux premiers. Mais c'est un truc profond, c'est-à-dire que ça vous explique vraiment le système politique. Et là,
c'est vraiment la révolution, le deuxième Viking School, si vous voulez, de la Révolution française, et là, qui se propage véritablement à toute l'Europe, y compris maintenant, donc à la Suède. Moi, ça m'a fait du mal de quitter Cardel et les Vinges, hein, je dois avouer. Et il y a des flashbacks, etc. Et moi, perso, il y a 2-3 flashbacks qui m'ont arraché le cœur, hein, mais qui m'ont arraché le cœur, avec un épilogue qui est aussi ouvert que ce qui peut être fermé, donc ce qui est assez génial à faire, mais surtout, qui vous cloue le bec. Moi, ça m'a cloué. Voilà. J'étais déjà pas remise des scènes précédentes. Je fais un peu de mal. J'avais le petit cœur qui faisait oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Ah, bah, moi, j'ai un problème avec ces divines. On est bien d'accord. Mais là, je me suis dit, ah non, mon Dieu, mais c'est pas possible. Il a pas fait ça. Et si, il a fait ça. Voilà. Donc, vraiment, 1795. Si vous avez pas lu la saga, lisez. Les 2 premiers sont sortis en poche. Celui-là, je pense qu'il va sortir en poche assez rapidement, sûrement l'année prochaine. Enfin, non, cette année. Enfin, non, l'année prochaine, on est le 31. Wow, wow, wow. Enfin, l'année prochaine, enfin, quand vous verrez la vidéo cette année, en 2024. Je pense, hein, parce que franchement, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Je sais pas quoi dire, en fait. 1793, c'est un chef-d'œuvre. 94, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais moi j'ai trouvé qu'il était magnifique parce qu'il posait une autre thématique, il posait une autre problématique, et il posait surtout une autre vision de Cardel et puis des personnes qui étaient autour. Et là, c'est pire. Voilà. C'est véritablement, il y a des choses où il fait des révélations où à un moment donné, il ferme toutes les portes. Et où il y a des choses où vous imaginez même pas qu'il va mettre ça derrière la porte. Hein. Vous prenez la porte. Hein. Moi, je me la suis pris 2-3 fois. Voilà, donc... T'es mini. Ah, pas mieux. Alors ça, et le fait que mes potes de Berlin m'ont annoncé que Walker Kutcher finissait au 10e tome, là, moi, je suis démoralisée. Alors, j'ai le 4 et le 5 à lire en anglais. Le 3 sort en français cette année, enfin ressort, Goldstein ressort chez Un autre monde, mais moi je l'avais déjà lu. Donc, oh là, ça fait trop d'émotion pour Lisa, ça fait trop d'émotion. Voilà, donc 1795. Et tout va tomber. Et paf, c'est tombé sur le axe. Oups. Et donc, numéro 1. Oui. Bah si, oui, si, je sais, oui, je l'ai mis devant, 1795, oui, balancez-moi des tomates. Abondance, Jacob Gonzon. Euh, Comment expliquer ça? Itinéraire d'un homme ordinaire. C'est véritablement le portrait de l'Amérique, de ce que nous on voit pas, sauf si vous vous intéressez véritablement à l'Amérique, si vous avez des amis qui y vivent vraiment et qui côtoient la vie ordinaire et qui vous en parlent. Euh, Perso, Henry est un personnage qu'on n'oublie pas. Dès les premières pages dans le McDo, moi je me suis pris d'amitié pour lui. Et l'écriture de Jacob Gonzon, c'est son premier ouvrage. Hein. Et hyper bien ciselé. Il écrit la réalité brute, mais il n'oublie pas les moments de tendresse. Il n'oublie pas la lutte de ce papa pour garder son fils. Alors que il vivote, il n'a pas forcément de quoi lui payer un repas ou un jouet pour son anniversaire, donc un McDo basique ça suffira amplement et le gosse est très content, mais autour vous savez très bien comment ça se passe. C'est véritablement l'Amérique des oubliés, mais c'est rythmé par le compte en banque de Henry et vous allez voir il y a des variations dans son compte en banque. Et ça, mais c'est absolument sublimissime. Moi, ce livre-là, j'en ai pas trop entendu parler, en tous les cas pas sur les chaînes générales de Booktube. Mais honnêtement, alors je l'ai vu tourner un peu plus sur les blogs littéraires ou les Instagram, mais les Instagram littéraires, pas les... Voilà. Franchement, c'est un bonheur. Moi, je l'ai mis numéro 1 parce que je trouve que c'est l'une des plus belles lettres d'amour d'un père à son fils
et même du fils à son père, et surtout une lettre d'amour à un pays que visiblement Jacob Granzon aime, qui est le sien, mais dont il voit les travers et dont il essaye de dire aux gens, regardez, il y a ça. Il faut faire quelque chose et on peut pas, voilà, il faut pas détourner les yeux. Voilà, à un moment donné, dans la rue, moi je vois plein de gens qui détournent les yeux. Vous savez, on vous demande 1 euro, machin, vous les avez pas parce que bah, vous n'avez pas forcément donné à tout le monde. Mais un sourire, ça engage rien du tout. Euh, je vous raconte une anecdote, hein. Il y a une dame qui était en train d'acheter un manteau chez Monop. Voilà, vous me direz, si elle achète un manteau chez Monop, elle a un peu les moyens d'acheter un manteau, hein, parce que Monop, c'est pas donné, mais on est bien d'accord. Mais, et moi, j'étais en train de faire mes courses basiques, hein, j'achetais 3 merdes, et je passe, et je la vois demander à une dame et à une autre dame, est-ce que je peux avoir votre avis, je voudrais m'acheter ce manteau, j'en rêve. Donc quand on vous dit j'en rêve, ça veut dire que plus ou moins, vous avez mis un peu les sous de côté pour l'avoir. Personne, les 2 personnes sont passées à côté et l'ont ignoré. On dit, ah, j'ai pas le temps, comme si ta vie en dépendait. Donc j'arrive et puis elle me demande, elle me dit, est-ce que je peux avoir votre avis? J'ai posé mon sac et je me suis arrêtée, j'ai dit oui, allez-y. Et j'ai dû passer 3 minutes avec elle. Elle m'a montré le manteau, elle l'a essayé, elle m'a dit, est-ce que ça fait pas bien? Je lui ai dit, bah, il faudrait mettre une ceinture. Peut-être, vous croyez? Bah si. Est-ce que vous avez une ceinture? Oui. Bah là, voilà, ce genre de ceinture, mais plutôt beige, marron, non? Camel, avec ce genre de manteau. Voilà. Donc j'ai fait styliste. Voilà. Et en fait, la dame, elle m'a regardée, elle m'a dit merci beaucoup pour le temps que vous m'avez donné. Alors, elle est peut-être pas repartie avec le manteau, mais moi, je me suis dit, je lui ai donné 30 secondes de mon temps. Est-ce que ça m'a retardé dans ma vie? Absolument pas. Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'aime ce livre-là. Abondance, Jacob Granzon, donc numéro 1. Je peux montrer le numéro 2. Allez, je montre les 3 premiers. La fille. Oui, oh, ça va, hein, le 3 premiers, 3 bis. Ah là 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 là, je sais pas comment je vais les coller. Voilà, vous les voyez tous, hein, bien comme il faut. Bien ici, 95. Voilà, donc ça c'est les 3 premiers, donc 3 premiers bis, hein, le 3 et bis, des coups de cœur de l'année de Lisa de 2023. J'espère avoir les mêmes coups de cœur, ou en tous les cas autant de coups de cœur cette année. En 2024, c'est bien parti. Voilà, parce que j'ai triché, hein. Ce matin j'ai commencé un des romans qu'on m'a envoyé en avant-première, parce que c'est ma copine à moi, et que je l'aime, et que j'ai trop hâte. Dès que je reçois un lit d'elle, je deviens folle et je deviens hystérique, et j'en ai déjà bouffé pratiquement un tiers, et je le trouve sublime. Et lui, vous savez, coup de cœur de l'année. Il va passer dans les coups de cœur, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça c'était les coups de cœur 2023. Il vous faut un an pour attendre s'il rentrera dans les coups de cœur. Allez, pour ceux qui le verront, ben encore bonne année à vous, bonne lecture. J'espère que tout s'est bien passé, que vous allez bien, que vos proches vont bien, que votre chat, chien, perroquet, petit lapin et poisson rouge vont bien, la tortue aussi derrière. Et sinon, bah écoutez, on se retrouve prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que c'est, ça sera sûrement la pile à lire de janvier. Sachant que j'ai encore le bilan du programme culturel et donc j'aurai la même tenue, la même tronche, parce que je vais les enquiller les une après l'autre. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo de la pile à lire de janvier. Merci d'avoir suivi la chaîne toute l'année 2023 et courage, hein, parce que pas toujours facile d'avoir Lisa. Hein. Ah bah je vous dis que c'est pas facile. Non, vous avez du courage. Hein. Mais moi je m'auto-fatigue alors.